Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle conférence pour notre webinaire du syndicat en ce mois de novembre, deuxième webinaire de l'année. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Claudia qui est avec nous pour représenter le laboratoire Parinat et surtout vous parler du SIBO. Donc Claudia Vigier, qui est naturopathe, est également la directrice commerciale du laboratoire Parinat. Bonjour Claudia. Bonjour Alexandra, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir d'avoir, vos informations et tout ce que vous savez aussi bien nous transmettre et je pense que là, une nouvelle fois, comme toutes les autres conférences que nous avons eu l'opportunité de faire ensemble, on va encore se régaler et avoir de belles solutions pour, mieux comprendre le SIBO et savoir mieux l'accompagner au quotidien dans nos cabinets et accompagner nos consultants. Merci beaucoup. J'espère que vous allez, à la fin, vous allez dire j'ai appris quelque chose. Donc, c'est le but, hein. Voilà, donc je me lance tout simplement. Donc, Eh ben, c'est parti. oui, aujourd'hui, le sujet, donc le SIBO, la pullulation microbactérienne. On va regarder un peu ce que c'est, les causes et bien les solutions qu'on peut trouver pour ce SIBO. Juste une petite présentation du laboratoire Parinat. La plupart d'entre vous, vous connaissez, mais je voudrais juste répéter quelques points qui sont importants, surtout en ce moment. C'est que nous sommes un laboratoire français, 100% français. Tout est fabriqué en France, nos bureaux sont en France. Et puis, nous sommes proches des thérapeutes depuis plus de 25 ans, car nous avons toujours privilégié la prescription par nos thérapeutes, toutes activités confondues. Donc, ça, c'est très important. Et nous avons bien sûr des certifications des organismes indépendants pour, encore une fois, valider la qualité de nos produits. Il y a certains brevets français et européens sur nos produits. Et puis, nous avons une exclusivité. Nous sommes la référence depuis plus de 25 ans des postbiotiques, nos actifs LB. Et je vais vous expliquer un peu plus tard dans cette présentation qu'est-ce que c'est exactement. Voilà, donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est le SIBO? On va voir ça, on va voir les facteurs de risque et les troubles causés par le SIBO et la prise en charge et les solutions naturelles qu'on peut proposer. Un beau programme. Oui. Alors d'abord, c'est important de comprendre ce que c'est les SIBO. Moi, je suis vraiment là pour vous éduquer là-dessus. Il y a encore un peu de temps, on n'en parlait pas. On parlait déjà dans les pays anglo-saxons du SIBO. Il y a en Angleterre et aux États-Unis, il y a des centres SIBO où les gens sont pris en charge de A à Z quand ils présentent un SIBO. Et ici, on commence à en parler, surtout parmi les naturopathes, un peu moins chez les médecins, mais un peu plus aussi maintenant chez les gastro-entérologues. Ça commence à vraiment être un sujet et reconnu officiellement comme, pas une maladie, mais comme quelque chose qui doit être soigné, prise en charge en tout cas. Donc, c'est la pullulation bactérienne de l'intestin grêle, c'est-à-dire pourquoi SIBO? Parce que c'est en anglais, le raccourcissement, c'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc, ce sont des bactéries qui augmentent en nombre ou c'est une modification du type de bactéries dans l'intestin grêle. Donc, ça peut être des bactéries qui ont migré du côlon dans l'intestin grêle et qui se sont reproduites. Et comme les bactéries du côlon sont des bactéries qui doivent fermenter, ils n'ont rien à voir dans l'intestin grêle. Et c'est ça qui est embêtant parce que ça cause plein de problèmes et des symptômes très gênants. Donc, les symptômes du SIBO, vous, naturopathe, vous connaissez ça très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir justement les naturaux pour les problèmes digestifs qui traînent depuis des années. Donc, tout d'abord, on a des ballonnements. Donc, la distension abdominale, ça peut être souvent avec ou sans passage de gaz. Je veux dire souvent sans passage de gaz, pardon, parce que les gaz, en fait, se développent au niveau de l'intestin grêle et le passage vers l'extérieur est beaucoup plus long et difficile que les gaz qui vont se produire naturellement, hein. Tout le monde pète, hein, désolé, mais c'est la vérité. Quand ça se produit dans le côlon, bah, c'est plus facile à expulser que quelque chose qui se développe dans l'intestin grêle. C'est pour ça aussi qu'il y a ces ballonnements et cette distension abdominale qui est assez spectaculaire sur certaines personnes qui ont le SIBO.
Donc, il y a la modification de la fréquence des selles ou de la consistance, donc alternance entre diarrhée et constipation. Ça dépend après le type de SIBO, on va le voir après. Les Mmh. douleurs, bien sûr, hein, parce que quand il y a une distension abdominale, nous avons des douleurs. Et ce sont surtout des douleurs comme une barre à travers la région du nombril. Donc, ce n'est pas très bas ni très haut, mais c'est vraiment au niveau du nombril comme une barre. Des douleurs gastriques, donc là, on parle des douleurs qui sont beaucoup plus hautes, donc juste en dessous du plexus, là où on a des douleurs quand on a des gastrites ou des ulcères, qui peuvent irradier jusque dans le dos. Et le reflux, bien sûr, donc on a une pression par la stagnation des aliments plus bas dans le ventre, dans le tract digestif, qui vont appuyer sur l'estomac, et là, on va avoir un reflux qui va se ressentir. Euh, Du hmm. du coup, quand on a des consultants, nous, en cabinet, qui peuvent se plaindre justement de RGO, de douleurs stomacales ou enfin, situées au niveau de l'estomac, on Oui, peut aussi, nous, en tant que naturo, se dire: «Attention, c'est peut-être pas que l'estomac qui est en cause, c'est peut-être justement en dessous» et oui. penser à ce moment-là au niveau de l'intestin grêle et penser à peut-être une manifestation des SIBO et creuser en ce sens nos questions lors du bilan. Exact, c'est très juste. Alors, généralement, les gens qui viennent vous voir pour, en fait, pour des problèmes, de reflux, souvent, ils sont déjà diagnostiqués avec une hernie hiatale, donc le Mmh. clapet, qui marche pas très bien entre l'estomac et l'œsophage. Donc là, c'est un problème mécanique. Généralement, bon, bah, il y a pas grand-chose à Mmh. faire. De toute façon, les médecins, ils peuvent donner que des IPP, dans un inhibiteur de pompe à protons. Après, on peut donner, des conseils en hygiène alimentaire, certaines positions de yoga aussi. Et l'ostéopathe, par exemple, peut travailler là-dessus. Il peut améliorer cette ouverture du clapet avec des manipulations spécifiques. Mais les gens qui ont vraiment ce clapet qui est très relâché, généralement, c'est une chirurgie qu'il faut faire. Après, il faut faire attention aussi parce que les gens qui ont des douleurs gastriques, bah, ça peut être une hypochloridie qui a causé une gastrite, donc une inflammation de la paroi de l'estomac, ou ça peut être aussi une hyperchloridie, donc Mmh. trop acide et pas assez de mucus surtout. Parce que le trop acide, à la limite, c'est pas trop gênant. Ce qui est gênant, c'est le manque de mucus pour protéger la paroi gastrique. Bon, c'est une petite parenthèse. Oui, mais tu as raison, absolument. Estomac, attention, ça vient peut-être de plus bas. Donc, après, on a fréquemment associé à tous ces symptômes physiques des difficultés de concentration, le fameux brouillard cérébral, une perte de vitalité globale, bien sûr, et ça peut amener jusqu'à une dépression, parce que quand on voit ces symptômes, c'est quand même pas facile à vivre, et aussi pour avoir une vie sociale, c'est très difficile. Donc, attention, Oui. par contre, ces symptômes peuvent être autre chose aussi, hein. C'est sûr que ça peut être un problème des autres organes digestifs comme le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, etc. Ça peut être une candidose aussi. D'ailleurs, le traitement du SIBO et candidose est assez similaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et des inflammations de la muqueuse intestinale, donc un syndrome d'intestin irritable. Donc, il faut vraiment poser des bonnes questions. Il y a trois choses qui vont vraiment nous guider vers un SIBO. Donc là, on va différencier entre un syndrome d'intestin irritable et un SIBO. Donc, premièrement, c'est des ballonnements qui commencent que le matin. Le matin, on est allongé, ventre plat, on se lève, ventre est encore plat. Après, le petit-déj, peu importe ce qu'on mange, même si c'est sans sucre, sans pain, sans choses comme ça, on va ballonner. Donc, c'est ballonnement qui vraiment commence après l'ingestion et ça, un quart d'heure, 20 minutes après l'ingestion de nourriture le matin. Des ballonnements qui ne se arrangent pas dans la journée, donc ils deviennent de plus en plus importants. Et le soir, on finit comme une femme enceinte, complètement ballonnée. Et puis, même si on a réussi à passer des gaz, ce qui, comme je disais, souvent pas le cas d'ailleurs, hein. Les gaz sont passés dans la nuit, mais dans la journée, ça passe pas. Et l'apparition des intolérances alimentaires qui n'existaient pas avant. Donc, les gens qui vous disent, avant, je mangeais des crudités, je n'en mange plus, etc. Donc, on peut effectuer des tests. Il est même important d'effectuer les tests pour voir si c'est un SIBO et de quel genre de SIBO il s'agit, parce qu'il y a trois types de SIBO. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire ces tests. On va en parler après. Alors, on peut faire un test directement en analysant des cultures qu'on a prélevées dans le liquide, dans l'intestin grêle. Mais ça, c'est quelque chose qui est fait par un médecin, bien sûr.
et c'est aussi sous évidemment. prescription médicale et ça se fait généralement uniquement par un médecin qui a fait une chirurgie sur quelqu'un. Donc, les médecins, ils sont généralement OK pour faire un test sur le SIBO quand il y a eu une chirurgie digestive parce que c'est là où le SIBO, pour eux en tout cas, euh, va se manifester le plus souvent. Voilà, après, donc ça, on oublie pour nous, mais pour nous naturopathes, mais on peut faire un test respiratoire. Donc, les gens, en fait, ils vont ingérer une solution à base de glucose et ou de la donc des sucres, qui vont très, très vite, bien sûr, induire une fermentation au niveau des bactéries dans l'intestin grêle. Mmh. Les gaz expirés, donc ils vont souffler, en fait, pour voir quel genre de gaz est expulsé, pardon, toutes les 20 minutes pendant 2 à 3 heures. Donc, par rapport à quel gaz a été expiré et dans quelle quantité et à quel moment, on peut voir quel genre de SIBO est présent. Donc, il y a 3 types de SIBO. On va surtout parler de 2 types, les 2 premiers là. Le troisième, on n'a pas encore les tests et puis il est que sur 10% des personnes, mais je vais en parler quand même. Donc, le premier SIBO, c'est le SIBO hydrogène. Donc là, c'est une expiration de H2. On a certaines bactéries qui sont responsables, surtout les streptocoques, Escherichia coli, Staphylococcus, Clostridium, Klebsiella. Et puis, ils vont en fait produire de l'hydrogène. C'est pour ça que la personne va expirer de l'hydrogène. Les symptômes, en général, mais pas toujours, ça peut être un peu différent, donc il faut faire attention. Diarrhée, perte de poids, malnutrition. Donc là, on est vraiment sur un intestin hyperperméable, inflammé, et puis beaucoup de souffrance quand même. Et souvent, dans 80% des cas, c'est un syndrome d'intestin irritable déjà diagnostiqué. Donc, toujours avoir cette alerte, un médecin a diagnostiqué un syndrome d'intestin irritable, ok, bon là, il y a vraiment un risque de SIBO élevé. C'est On environ voit 60% des cas pour ce SIBO hydrogène. Oui. On voit vraiment que dans cette approche-là, le travail du professionnel en naturopathie est vraiment complémentaire aussi de l'approche médicale et on a toutes nos cartes à jouer quand on voit les manifestations et les moyens de diagnostic. C'est vraiment un duo gagnant de travailler avec le médecin ou avec le gastro, notamment quand tout a été, vraiment diagnostiqué ou que ça peut aider le médecin aussi peut-être parfois à diagnostiquer aussi un syndrome de l'intestin irritable ou ce genre de choses, en parallèle, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, après, le syndrome d'intestin irritable à diagnostiquer, les médecins, en fait, ils appellent ça la colopathie fonctionnelle, en fait, parce qu'ils ne savent pas très bien ce que c'est. Alors, quand vous avez quelqu'un Mmh. qui a dit, mon médecin m'a diagnostiqué avec une colopathie fonctionnelle, ben, vous pouvez dire que c'est un syndrome d'intestin irritable. Donc, voilà, c'est ça. Le considérer comme tel et puis, au moins ce qui nous permet l'approche, c'est d'aller plus loin et de se dire: «Ah oui, mais alors en plus, on a notre petit SIBO qui est en train de se développer». Ouais, et puis, bah, j'ai quand même, eu la réflexion une fois de la part d'un gastro-entérologue qui m'a dit: «Ah, les colopathies, oui, les colopathes, je les appelle, les colopathes». Donc le patient, c'est le colopathe. Il me dit: «Parce qu'ils reviennent tout le temps et j'ai pas de solution, pas vraiment», voilà, donc et là, vraiment, c'est le naturo, on a plein de clés, on a plein de solutions, on Ah, a on a beaucoup de demandes, c'est une grosse demande et c'est un gros constat que l'on peut faire en cabinet, ouais. ouais, donc ça, c'est quand même très bien. Bon, alors cibométhane. Donc ça, c'est bien sûr, on va retrouver le méthane. Donc ça, ce sont des archées en fait qui vont produire ce méthane. Ce ne sont pas des bactéries, sont en quelque sorte des précurseurs des bactéries qui sont présents dans l'intestin naturellement, Mmh. mais dans le côlon normalement et pas dans l'intestin grêle. Donc les archées vont se nourrir de l'hydrogène. Donc généralement, quand on a un cibométhane, on a aussi un cibohydrogène, hein, c'est superposé. Donc on peut rarement dire c'est l'un ou l'autre. Ça aussi, c'est le test des gaz expirés qui va nous montrer ça. Donc là, c'est plutôt la constipation, les problèmes de la peau, les douleurs gastriques, donc les douleurs juste en dessous du plexus, très haut sur le ventre, les nausées et souvent aussi les douleurs articulaires. On a aussi une anxiété, une fatigue élevée et une prise de poids. Alors tout ça, c'est vraiment le méthane qui va induire ça. Donc l'anxiété et fatigue, ce sont en fait les toxines
qui montent au cerveau et qui vont donner un brouillard cérébral, une anxiété, une fatigue énorme. Et voilà, donc ça, c'est environ dans 30% des cas. Et après, on a le troisième, c'est les SIBO à sulfure d'hydrogène. Il n'y a pas encore de test fiable pour ce SIBO, en tout cas pas en France. Et puis, ça, c'est que 10% des cas. Mais faites attention quand même quand vous avez quelqu'un qui a des nausées, des douleurs articulaires, des RO, parce que ce n'est pas le cas des autres SIBO, les douleurs au niveau de la vessie. Parce qu'en fait, c'est le sulfure d'hydrogène qui va titiller le muscle détrusor au niveau de la vessie. C'est le muscle, en fait, qui va enclencher la miction quand la vessie elle est pleine. Et quand ce muscle est titillé par les toxines, ben la vessie va être douloureuse ou on va avoir l'impression de vouloir faire pipi, mais en fait, la vessie, elle n'est même pas à moitié pleine. Voilà, donc ça, c'est le troisième, mais on ne va pas trop en parler ici parce que de toute façon, il n'y a pas encore trop d'informations sur ça. Donc, notre corps est formidable, notre corps a plein de moyens d'empêcher justement une pullulation bactérienne du côlon à l'intestin grêle. Les mécanismes, je les ai énumérés ici. Donc, on a déjà les sucs gastriques très acides, hein, le pH est entre 5 et 2, pour justement détruire certaines bactéries pathogènes, parce que quand on mange, il y a toujours des bactéries qui arrivent dans la bouche, ensuite on les avale, et puis le suc gastrique, l'acidité va les détruire rapidement. Après, il y a le péristaltisme, donc les mouvements au niveau intestinal, hein, la musculeuse qui va en fait faire avancer le bol fécal. Et ça, c'est très important pour ne pas être constipé, pour que les déchets puissent rapidement arriver dans le côlon. Après, il y a le complexe motomigrant. Très important dans le SIBO, le CMM, alors on va l'appeler. Ça, c'est quelque chose qui se passe après la digestion. Une fois que la digestion est terminée, le corps va en quelque sorte, ou les intestins vont faire un nettoyage. Donc ça, ce sont des mouvements très très rapides et très assez violents d'ailleurs et puissants pour faire avancer tous les déchets qui sont restés, des bouts de nourriture non digérés, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un balayage, un nettoyage après la digestion. Et ça, c'est très important pour pas justement avoir des choses qui traînent et qui peuvent fermenter, putrifier au niveau intestinal. Ce complexe motomigrant se met en marche uniquement en dehors de la digestion et en dehors de toute prise alimentaire. Donc, si vous déjeunez et 2 heures après, vous grignotez, vous allez interrompre, vous allez empêcher ce CMM et ça, c'est très dommage parce que il n'y a pas le nettoyage. Dans la cuisine, en quelque part, n'est pas nettoyée après avoir fait un bon repas. Après, on fait la cuisine. Oui, ça. Alors, après, il y a la valve, bien sûr, ilio-caïcale, entre le côlon et l'intestin grêle, qui va empêcher que les bactéries vont en fait monter. Mais ça aussi, ça peut être un problème parce que si la valve, elle ferme mal, on peut avoir une pullulation. Et les immunoglobulines A, dans le tractus intestinal, donc l'immunité locale, vont faire une barrière de défense contre certaines germes pathogènes qui aimeraient s'installer au niveau de l'intestin. Voilà, donc tout ça, quand une de ces choses ne va pas, ou deux ou trois, on peut avoir un risque de SIBO. Donc voilà, dans le questionnaire de vos consultants, il faut voir tout ça, il faut voir s'il y a eu des antécédents, si quelque chose a été diagnostiqué auparavant, et voir un peu au niveau de l'hygiène de vie, qu'est-ce qui se passe. Donc, 2 facteurs à ne pas sous-estimer, parce qu'on me rend toujours dans des trucs super compliqués, mais il faut juste demander 2 questions. Voilà, est-ce que la personne, elle a un stress chronique? Donc, on va avoir automatiquement une baisse des IgA au niveau intestinal, donc la défense, la barrière de défense ne marche pas bien, ou la réduction du CMM, dans ce complexe motomigrant qui est là pour nettoyer. Parce que ça, c'est quelque chose qui se passe en parasympathique. Et on sait qu'avec le stress chronique, on est en orthosympathique tout le temps. Donc, on a cette dystonie au niveau du système nerveux végétatif qui va réduire le CMM. Et là, c'est super important, est-ce que la personne a une gastroentérite récemment ou même plus loin, 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière, ou une intoxication alimentaire, parce que ça reste les 2 facteurs majeurs
qui sont la cause, qui vont causer un SIBO. Après, oui, on a déjà un terrain fragile, on a peut-être 2, 3 choses qui ne marchent pas très bien, qui ne sont pas très efficaces au niveau digestion. Et après, on a une infection, gastro-entérite ou intoxication, et boum, le SIBO est enclenché en quelque sorte. Donc là, c'est important aussi. Ne pas négliger en fait les gens qui ont une gastro-entérite ou une intoxication alimentaire. Il faut vraiment faire le suivi et éviter qu'il y ait un SIBO qui se met en place suite à ça. Donc, les conséquences majeures d'un SIBO. Alors, on a une hyperperméabilité intestinale qui va s'installer au bout d'un certain temps, donc destruction du mucus et de la structure de la muqueuse. Donc, les entérocytes en première ligne seront détruites ou affaiblies. Donc, automatiquement, les jonctions serrées vont s'ouvrir. Donc, on a une hyperperméabilité. Après, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent s'installer parce que nous avons translocation à travers des jonctions serrées qui sont ouvertes avec certaines molécules qui vont aller dans le système sanguin, bien aussi les bactéries. La perte de poids, donc une malnutrition parce qu'on a une malabsorption. On va avoir une détérioration de la bile, donc à ce moment-là, une malabsorption des lipides et certaines vitamines liposolubles. Une perte de vitalité en général parce qu'on va avoir une perturbation de cet axe cerveau-intestin et on va avoir ce brouillard cérébral dû aux toxines qui sont plus éliminées ou qui sont causées, qui sont produites, pardon, et qui vont monter au cerveau. Donc Et là, c'est vraiment aussi un peu le chat qui se mord la queue parce que le stress, un tant soit peu qu'il est accompagné d'une gastro ou d'une intoxication alimentaire, ça soutient le développement d'un SIBO et le SIBO va soutenir au niveau cognitif tout ce qui est gestion du stress. exactement, donc on a ce cercle vicieux. Et là, on a quand même pas mal de clés. Mais il faut vraiment que la personne soit aussi participante. Bien sûr. Donc, traitement en gastroentérologie, du SIBO en général, bon, bah, on donne des antibiotiques parce que, et c'est pas inefficace, hein, je dois le dire quand même, parce que c'est pas inefficace sur certaines personnes, parce qu'on va détruire les bactéries du microbiote dans l'intestin grêle. Une fois que c'est fait, au bout de 7 jours en général, avec la rifamycine, qui est un antibiotique qui n'est pas très nocif, il faut le dire, pour le reste du corps. Il se concentre vraiment sur le microbiote. Et souvent, les gens, après cette antibiothérapie, sont soulagés, ils n'ont plus de problème. Par contre, surtout, ne pas donner des probiotiques après une antibiothérapie. Mais je vais en revenir après. C'est peut-être nouveau pour vous, mais voilà. Donc, dans ces cas-là, ça peut marcher. Après, ça se discute, antibiotiques, oui ou non, etc. Donc là, on n'est pas là pour faire, mais je vous dis simplement cette information. Après, on peut supplémenter en la bétaïne HCl, donc pour améliorer les sucs digestifs au niveau de l'estomac, pour créer un milieu plus acide au niveau de l'estomac et un arrêt des IPP. Parce que les IPP, bah, c'est le fameux oméprazole, c'est l'Inexium, pour citer le nom du IPP le plus vendu en France, qui est d'ailleurs interdit au Canada. Mais ça, c'est un autre problème. Et parce que les IPP, en fait, ils arrêtent la production d'acidité au niveau des pompes à protons. Donc ça, c'est aberrant parce que on a besoin de l'acidité au niveau de l'estomac. Les prokinétiques pour améliorer le péristaltisme. Et puis après, il y a aussi des solutions comme des interventions chirurgicales. Voilà, donc ça, c'est en gastroentérologie. Il faut encore que le médecin il soit un peu formé sur le SIBO. Alors, le SIBO reste difficile à traiter et pourquoi? C'est parce que les bactéries, comme aussi les candidats, vont en fait créer un biofilm pour résister à toutes attaques de l'extérieur. Donc, ils veulent survivre, la nature, tout ce qui est dans la nature a envie de survivre. Et donc, ces biofilms servent à ça. C'est une matrice polymérique qui va être attachée à une surface et les bactéries, en fait, se cachent en dessous. Ça rend le SIBO qui est installé depuis un moment quand même très difficile à traiter. Donc, il vaut mieux prévenir et, comme je me répète, mais quand il y a une gastroentérite ou une intoxication alimentaire, tout de suite prendre les mesures pour éviter qu'il y ait un SIBO qui se développe. Donc, bien sûr, la prise en charge doit se faire de façon holistique, globale.
Donc, première chose, on pense à l'alimentation. Elle va être restrictive, mais limitée dans le temps. On ne va pas les priver de certains aliments pendant trop longtemps. Après, mettre un accent sur la mastication. Ça, c'est important. C'est en première ligne, en fait. On va prendre en charge la muqueuse. Donc, on va s'occuper de l'hyperperméabilité et des autres organes digestifs qui sont impliqués, comme le foie. On peut rajouter des plantes antimicrobiennes spécifiques pour SIBO, pour les bactéries qui sont donc comment dire, qui sont présents dans le SIBO. Et puis favoriser le CMM et le péristaltisme pendant la digestion et le CMM après la digestion. Après, la prise en charge des facteurs qui vont aggraver un SIBO et qui accompagnent un SIBO, donc le stress en premier. Et puis après, on va travailler le terrain pour éviter les récidives. Donc, on peut accompagner la personne pendant assez longtemps sur ça. Alors, parlons de la restriction alimentaire. Alors, chaque thérapeute a ses préférences pour certains régimes, pour certaines, voilà. Mais il y a des choses qui sont quand même communes à tous les thérapeutes où on est d'accord que certains aliments doivent absolument être expulsés de l'alimentation, au moins pendant un moment. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail de tous ces régimes-là, vous les connaissez, vous pouvez vous en informer plus. Mais là, on est vraiment dans une restriction avec un temps restreint parce que un FODMAPS, par exemple, où on élimine les sucres fermentescibles sur le très long terme, au-delà de 3 mois, c'est très difficile. Et en fait, ça va vraiment couper la personne du plaisir et ça va impacter son psycho-émotionnel. Et je pense que ça va être pire Souvent, ça peut être pour la personne voilà. voilà. Parce que il faut toujours, toujours leur permettre de garder le plaisir dans leur vie. Sinon, vous allez les achever, en fait. Alors, Donc oui, classiquement, sur une restriction alimentaire, on va le préconiser sur combien de temps? Sur 2-3 mois maximum? c'est ça. Et ça dépend encore de la personne. Ça peut se passer par palier, par exemple. On peut leur dire, OK, Mmh. 2 jours par semaine, vous faites ça, très strict. Là, vous pouvez être plus strict, hein, donc 3 jours par semaine. Après, vous pouvez faire un petit écart pendant 2 jours. Enfin, voilà, la personne doit s'habituer gentiment et en douceur. Après, oui, on a le réflexe de dire, oui, mais si la personne veut aller mieux, elle peut bien tenir un peu comme ça. Oui, mais c'est facile pour nous de le dire, mais eux, c'est tout nouveau pour eux de changer leur alimentation. Et l'alimentation, nos habitudes sont créées pendant l'enfance. Et c'est très lié à la maman, à la famille, à notre enfance. Et puis, ça se change pas comme ça hein, chez certaines personnes. Donc, très C'est important. très compliqué très souvent. On sait que Ouais, c'est des bonnes habitudes qu'il faut prendre, mais qui sont les plus dures à installer, donc y aller crescendo, ouais. ça peut être vraiment très, très bien et commencer par alterner comme tu le proposes, plus qu'une bonne solution. Pareil, vous avez après des personnes qui sont très, très et qui écoutent beaucoup, qui sont très neuroathlétiques en naturopathie, on dit, ils suivent les conseils, ils vont les appliquer vraiment comme il faut et tout ça. Mais après eux, on peut les basculer aussi dans les problèmes après liés à Mmh. l'alimentation. Donc, il faut faire attention avec l'alimentation, hein, c'est très important le psycho-émotionnel là-dedans. Donc, il y a le FODMAPs. Le FODMAPs, c'est parce que c'est scientifiquement prouvé, c'est très populaire chez les médecins, parce qu'on va éliminer les sucres fermentescibles. Donc, voilà, on ne va plus manger tout ce qui est, presque tout ce qui contient des sucres. Donc, les carbohydrates, etc. Vous connaissez tous ce régime. Ça peut s'appliquer, oui, sur quelqu'un qui est déjà un peu habitué à éliminer certains aliments, mais ne le faites pas plus qu'1 ou 2 mois, parce que c'est juste un début. Pour un peu priver les bactéries de certains sucres, pour les affamer un peu, mais vous n'allez pas affamer tous les bactéries et aussi les bactéries qui sont dans le côlon qui doivent être nourries. Parce que vous allez dévitaliser tout votre microbiote et pas que les bactéries qui sont trop au niveau de l'intestin grêle. Donc, il faut faire attention avec ces régimes. Après, il y a le fameux GAPS, donc la psychologie liée, donc en fait, connexion cerveau-intestin, pour faire simple. Mmh. C'est Natasha Campbell-McBride, qui est une médecin russe, mais qui vit en Angleterre, qui a, entre guillemets, inventé ce régime pour les enfants qui sont autistes. Et donc ça, c'est sans gluten, produits laitiers, sans sucre du tout, sans amidon, un sucre aussi, sans céréales, etc. Donc, voilà, donc ça, c'est similaire au FoodMaps.
Après, il y a le paléolithique. Donc, on est sans céréales, sans produits laitiers, sans café, sans alcool, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, bien sûr. Tout ce qu'on trouve dans la nature, en brut, en fait, on peut le manger. Cétogène, donc on va éliminer les sucres. Là, c'est très important d'augmenter l'apport en lipides parce que le métabolisme cellulaire va changer. Au lieu de fermenter les sucres pour produire de l'ATP, donc notre énergie pour les mitochondries, on doit quand même apporter quelque chose à nos cellules pour produire de l'énergie. Donc, le métabolisme va changer de fermentation du sucre vers une utilisation des lipides. Donc, il faut automatiquement augmenter les lipides. Les gens, parfois, ils font les cétogènes et puis ils n'augmentent pas les lipides parce qu'ils ont peur de grossir, parce que les gens, ils font ça pour maigrir généralement. Eh bien, grande erreur parce qu'ils se dévitalisent très rapidement. Donc, augmenter les lipides, aussi bien les mauvais lipides, on peut prendre un peu plus de beurre, un peu plus de graisse saturée, mais bien sûr, augmenter surtout les bonnes lipides comme les oméga 3. Après, il y a le jeûne intermittent de 12 ou 16 heures. Alors ça, je crois que c'est plus faisable pour la plupart des gens. Et on peut commencer avec 6 heures, 8 heures, on peut monter à 10 heures, enfin, on peut vraiment adapter à la personne. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et monter crescendo, ouais. Voilà. Après, on est d'accord que certains aliments, on peut les éliminer sur le plus long terme, 6 mois, 1 an, sur certaines personnes, les taches de vache, le blé. Alors, oui, alors les gens qui ont la maladie cœliaque, qui ont toujours les problèmes digestifs, même quand ils ont exclu le blé ou le gluten, strictement, ils ont souvent un SIBO. Donc là, c'est un diagnostic, en fait, on n'a pas le droit de faire ça, mais on peut voir que c'est un SIBO. Là, c'est Nous, presque... ça nous oriente. On ne pose pas forcément le nom, mais on sait, nous, que dans notre approche en tant que professionnel de Ouais, la naturopathie, ouais, on va accompagner le consultant pour un SIBO parce que tout exact. n'est pas que lié au gluten et apparemment, ce n'était pas ça. Donc, on va plus loin, quoi. On parle de la maladie cœliaque, hein, donc ça, Mmh, c'est vraiment, s'ils ont éliminé le gluten, ils ont toujours des problèmes, c'est généralement ça. c'est Après, les céréales raffinées, tout ce qui est sucre rapide, voilà, les aliments transformés et tout ce qui est friture. Donc, ça, c'est des choses voilà, de base, hein, c'est des trucs de base. Donc, vous allez choisir en fonction de vos préférences aussi, vos expériences, vos consultants par rapport à un régime alimentaire adapté. Mais vous avez compris qu'il faut en fait ne pas nourrir trop pendant un certain moment pendant, les bactéries qui se nourrissent des sucres qui vont fermenter en fait grâce à l'apport de sucre. Alors, prise en charge de base. On arrive maintenant un peu en prise en charge. On va rééquilibrer le microbiote, c'est le but. Donc, l'utilisation, par contre, des probiotiques est problématique. Pourquoi? Parce qu'on a, par exemple, la prise de probiotiques après une antibiothérapie. Ça peut créer un déséquilibre. Donc, ça, c'est les travaux du professeur Nav. Et moi, j'ai l'article dans Science et Avenir qui a été publié déjà en 2018 à ce sujet. C'est que, en fait, quand on prend des probiotiques après une antibiothérapie, on va empêcher notre microbiote de revenir. Et on peut créer vraiment des déséquilibres. Ça va être nouveau pour beaucoup d'entre vous. Alors, un probiotique pendant une antibiothérapie, c'est pas un problème. C'est une fleur de substitution, vous pouvez le faire, pas de souci. Le jour où vous arrêtez les antibiotiques, arrêtez les probiotiques parce que les probiotiques vont se mettre à la place de notre propre microbiote qui a envie de revenir. Et un microbiote revient après une antibiothérapie. Il ne faut pas penser qu'il ne peut pas revenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxième chose, la surproduction de l'acide lactique par une surpopulation bactérienne dans l'intestin grêle, qui en plus une population qui vient du côlon, et va être toxique pour le cerveau. Et puis là, on a le brouillard cérébral. Donc, on a beaucoup de gens qui ont pris des probiotiques avec présence d'un SIBO et ils ont déclaré un brouillard cérébral qu'ils n'avaient pas avant. Ils avaient les symptômes du SIBO, des problèmes du SIBO, on leur a donné des probiotiques et ça s'est rajouté après un brouillard cérébral. Donc, ce n'est pas non plus une solution pour ça. Donc, et en plus, il faut bien choisir les probiotiques parce que qui sait vraiment le bon mélange des probiotiques qu'il faut mettre sur un intestin. Et on va rajouter une population
à la population déjà présente et déjà en trop grand nombre au niveau de l'intestin. Donc ça cause toujours des problèmes. Alors, le mieux, c'est d'apporter des probiotiques avec une alimentation. Donc, ça peut être des aliments fermentés, le kéfir, le kombucha, les légumes lacto-fermentés. Et maintenant, je vois plein de gens qui sautent au plafond, qui disent ouais, mais un SIBO, et puis on va rajouter des fermentations, ça va fermenter encore plus, etc. Alors, ça dépend de la personne. Il faut voir, parce qu'il y a des aliments lacto-fermentés qui ne font pas ballonner tout le monde et qui sont très favorables au microbiote. Donc, là aussi, il faut essayer. Donc, il existe des légumes lacto-fermentés en magasin bio qui sont très, très bien, qui sont non pasteurisés en petit bocal et que les gens ils peuvent intégrer dans leur alimentation de tous les jours, petit à petit, avec des petites quantités. Et généralement, ça se passe très bien. Donc là, on a un apport en probiotiques. Et on va privilégier la prise de post-biotiques. Alors, post-biotiques, ça va être nouveau pour la plupart d'entre vous. Nous, chez Parinat, on travaille depuis maintenant plus de 25 ans donc, avec les postbiotiques et ça existait même avant déjà en complément alimentaire. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous connaissez donc les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques et là, on a les postbiotiques. En fait, il y a eu une réunion récente au niveau mondial, international, des scientifiques, des spécialistes en pré et probiotiques qui ont mis un accent sur le fait qu'il y a aussi des bactéries qui sont utilisées de façon inanimée, donc non vivantes, et qui sont apportées dans l'organisme humain et qui ont un impact positif sur la santé digestive et en général. Donc, ça, c'est la définition en même temps d'un postbiotique. Donc, c'est quelque chose qui apporte une bactérie, mais qui est inanimée, et on peut apporter cette bactérie avec les métabolites de sa fermentation, son milieu dans lequel elle a vécu avant thermostabilisation ou avant d'être inanimée. On peut apporter la bactérie seule et on peut apporter aussi les métabolites qu'elle a créés tout seul, sans la bactérie. En tout cas, c'est un produit qui est inanimé, donc non vivant. Donc, chez Parinat, on utilise une souche qui est le Lactobacillus acidophilus LB. Et cette souche date de 1907 en fait. Et elle fermente depuis gentiment à l'Institut Pasteur. Et nous utilisons cette souche en exclusivité avec un autre produit, un médicament qui s'appelle le lactéol. Et les gens au-dessus de 55 ans connaissent le lactéol parce que c'était le remède familial à l'époque, avant l'arrivée des probiotiques qui ont écrasé ce produit en fait, parce que c'était le bébé, la grand-mère, la maman, tout le monde avait des problèmes digestifs, va à la pharmacie, cherche du lactéol. Voilà, donc lactéol. Alors, je ne sais pas, Alexandra, si toi, tu te rappelles de ça. Ah si, si, le lactéol, c'est régulièrement qu'on le voyait ressortir à la maison, et Ouais. sortir, sur la table. Si, si. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que nous utilisons cette même souche parce que le créateur de Parinat, qui est un docteur en pharmacie, en fait, il travaillait pour le lactéol à l'époque et puis il a vu les vertus de cette souche inanimée. Et il a dit, c'est génial, j'aimerais créer mon propre labo et faire une gamme de produits à base de cette souche pour les digestifs. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, nous sommes aujourd'hui les seuls à utiliser cette souche originaire de 1907 qui a été isolée par le docteur Boucard, qui a ensuite créé le lactéol. C'est une souche qui a été prélevée, je vous rassure, dans les selles d'un bébé, donc dans la couche, et pas voilà, par d'autres moyens. Et c'est bien une souche qui vient d'un humain. Donc, il y a d'autres exemples pour les postbiotiques. Donc, il y a par exemple en 2019, il y a des chercheurs qui ont découvert que le Akkermansia muciniphylla, il est assez efficace dans le syndrome métabolique, mais il est encore plus efficace quand il est thermostabilisé, donc, ou peut-être pas thermostabilisé, mais inanimé, que sa forme vivante pour améliorer le syndrome métabolique. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a aussi le reuteri, Lactobacillus reuteri. Quand il est utilisé en forme inanimée, il est très efficace pour gêner l'Helicobacter pylori au niveau de l'estomac, par exemple. Donc, ça, ce sont deux exemples de postbiotiques aussi. Donc, les bactéries qui sont inanimées, mais qui sont très efficaces pour certains problèmes digestifs. Donc,
Je dois expliquer un peu les postbiotiques pour vous donner la suite. Donc, Ouais. les avantages en général d'un postbiotique, donc un micro-organisme qui est inanimé, apporté avec ou sans les métabolites de fermentation. D'ailleurs, chez Parinat, ce qu'on appelle les actifs LB, donc notre postbiotique, on amène le totum, c'est-à-dire la souche, elle fermente, et on prend tout le produit fermenté, donc les métabolites avec. Donc, nous avons non seulement la souche inanimée qui est dans la poudre, dans les gélules chez nous, mais aussi toutes les métabolites qui sont très intéressants pour la santé digestive. Donc, on a une sécurité. Il n'y a pas de risque de translocation de germes vivants quand ils arrivent sur un intestin hyperperméable. Et on ne va pas créer une surpopulation de microbiote qui est déjà en place. On a aussi une stabilité, donc pas besoin de stocker au froid. On peut ouvrir les gélules, on peut les mettre dans un biberon, dans une bouillie. Ça, c'est intéressant pour l'utilisation sur les enfants. Et puis, facilité d'emploi, donc je viens de dire, on peut le mettre dans la nourriture. Après, plus spécifiquement, les avantages de notre souche qui est inanimée, donc de façon facile, on va la thermostabiliser à 40 degrés. Elle va garder les protéines d'adhésion intactes, donc elle peut adhérer à la muqueuse intestinale. Donc ça, c'est très important. Et puis, les bactéries restent intactes dans leur forme et dans leur structure après la thermostabilisation. Et ça permet d'être reconnu comme une amie par le microbiote résident. Et pour certaines bactéries potentiellement pathogènes, elle va aussi être reconnue comme un adversaire, comme quelque chose où il faut se méfier. Donc ça, c'est son effet barrière. Donc ça, c'est plutôt positif. Parce que les bactéries ne savent pas, quand les bactéries restent intactes dans leur structure et forme, que c'est une bactérie vivante ou inanimée. Ils ne font pas la différence. Faut pas Et de puis, distinguo. on a des métabolites de la fermentation qui sont apportés avec. Alexandra, il y a une question par rapport à ça? Bah, pour l'instant, je pense que c'est très, très clair et ça éclaircit beaucoup de choses au niveau des postbiotiques justement sur leur intérêt, comment ça peut agir Oui. et de manière sécuritaire. Donc c'est, un vrai plus, c'est un vrai outil, au quotidien dans toutes ces prises en charge qu'on peut rencontrer, en permanence au niveau des troubles intestinaux, hein. Super. Bah écoute, c'est aussi beaucoup de gens vont dire ah oui mais postbiotique, déjà j'ai jamais entendu parler. C'est parce que justement le nom postbiotique a été donné récemment à ce congrès international. Donc nous avant on appelait ça nos actifs LB, notre actibiotique, mais c'est vrai que maintenant on a enfin un terme Adéquate. générique et adéquat et officiel surtout. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler des postbiotiques parce que ça n'existait pas avant. En tout cas, il n'y avait pas de nom mis dessus. Voilà, donc les actifs LB, donc notre postbiotique, il y a 3 effets. Il y a un effet microbiote. Donc tout ça, tout ce que j'ai dit là, c'est basé sur des études. Et bien sûr, vous pouvez vous adresser à Parinat et on va vous donner l'accès au dossier réservé aux thérapeutes où vous trouvez des études qui vont vous montrer toutes ces actions-là. Donc effet microbiote, donc on va stimuler la flore ou le microbiote bénéfique et propre à chaque individu, sans changer sa composition par un apport de probiotiques. On va avoir une inhibition des germes néfastes parce qu'on va avoir un effet barrière, parce que le Lactobacillus acidophilus va adhérer à la muqueuse intestinale et il va créer un effet barrière. Et on va favoriser le retour de microbiote après une antibiothérapie sans risque de créer un SIBO. Donc, réflexe après une antibiothérapie, postbiotique, pour améliorer le milieu et favoriser le retour de microbiote résident sans faire un déséquilibre et créer peut-être un SIBO. Après, il y a un effet muqueuse, donc on va protéger les muqueuses, mais on va restaurer les entérocytes aussi. Je vous explique un peu plus en détail après. Troisième effet, c'est l'effet immunité. Donc, on va augmenter les IgA, et donc la défense naturelle au niveau intestinal, et on va créer une homéostasie TH1, TH2. Donc, c'est l'immunité humorale et cellulaire. Donc là, on parle des maladies auto-immunes, des allergies, des choses comme ça. Donc là, les postbiotiques, ça peut être vraiment un gros, gros plus justement pour agir en prévention et prévenir, un risque de SIBO suite aux facteurs, favorisant son développement qu'on a vu précédemment, Oui, tout à l'heure. exact. Alors, on va avoir un effet préventif et on va avoir un effet aussi, quand on est en plein dedans déjà, pour aider à ranger le SIBO. Alors, ça, c'est avec les actifs LB.
Après, pas tous les postbiotiques ciblent l'intestin ou les SIBO, par exemple, Oui. mais les Mmh. nôtres sont vraiment adaptés à ça. Euh, voilà, donc ça c'est juste un petit mot, donc ça c'est une des études qui a été faite sur les entérocytes. On a, avec les actifs LB qui adhèrent à la muqueuse intestinale, vont accélérer une réparation et induire une réparation du squelette protéique, donc le réseau d'actine qui constitue le squelette et donc la forme et la structure des entérocytes qui sont en première ligne. Et une fois on a restauré ce cytosquelette, automatiquement, c'est comme un ballon qui se regonfle, mais automatiquement, deux ballons adjacents qui se regonflent, les jonctions serrées seront J'en sais. fermées. Mais on a aussi, bien sûr, un effet au niveau des protéines claudines, par exemple, qui sont responsables pour garder les jonctions serrées bien serrées. Et on a un Mmh. effet avec les actifs LB sur ça. Donc, on va empêcher le passage de certaines molécules pro-inflammatoires au niveau de la paroi intestinale. Donc là, les actifs LB, ils ont vraiment cette double fonction, je dirais, de pouvoir soutenir et le microbiote, la flore intestinale, Oui, et de soutenir la perméabilité intestinale en même temps. exact. Sans pour autant gêner l'écosystème digestif de chacun. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors après, encore une fois, des jonctions serrées, suite par exemple, là c'était une étude qui a été faite avec de l'aspirine, donc là on a une altération des jonctions serrées. On a, avec des actifs LB, on a vraiment réduit énormément la mortalité des entérocytes en reconstruisant le cytosquelette et on a rétabli l'étanchéité de la muqueuse assez rapidement. Il y a une autre étude qui a été faite avec des enfants qui avaient une papillomavirose intestinale suite à un rotavirus. Mais tout ça, si vous demandez les documents, on va vous envoyer ça, Mmh. bien sûr. Alors, donc, prise en charge de base, chez nous, on a deux tableaux ici. Je ne vais pas vous le lire en détail, hein, vous allez avoir de toute façon le PDF de ce PowerPoint. Donc, je vais tout de suite passer aux slides suivantes. Donc, vous avez ici prise en charge de base. Après, bien sûr, la base de tout, c'est l'hygiène de vie. Donc, l'alimentation restrictive mais limitée dans le temps. Importance de la mastication, vous pouvez le dire 15 ou 20 fois, hein, parce que ça, c'est vraiment super important. Réduire le stress, donc s'occuper de psycho-émotionnel, avoir une activité physique modérée mais régulière. Et ça peut être juste un peu de marche ou des choses comme ça. Ça, c'est avant tout, on est d'accord. Et après, les compléments alimentaires, c'est pour complémenter. Donc, prise en charge de base chez nous, spécifiquement, ça serait au niveau de l'estomac déjà, parce qu'on va commencer par l'estomac. Si on a du reflux, on a une hypo ou hypachloridie, et dans les deux cas, on peut utiliser ce protocole. On va combiner deux produits, donc le LAB Digest, qui aussi a une action au niveau de l'Helicobacter pylori, cette fameuse bactérie qui peut Mmh. créer une gastrite chronique, parce que les actifs LB, quand ils rentrent en contact, en fait, quand l'Helicobacter pylori rentre en contact avec un actif LB, il va se recroqueviller et il va être non viable. Donc ça, c'est assez spectaculaire parce qu'on est quand même sur une bactérie non vivante. La bactérie vivante qui touche à la bactérie non vivante, et il va se recroqueviller et voilà, il va s'en éloigner. Donc ça, c'est vraiment l'effet barrière des actifs LB. Cette étude aussi est là, est dans les documents que je peux vous envoyer. Donc, on est sur un produit qui cible l'estomac, hypochloridie, surtout hypochloridie avec la citrate gentiane qu'on va rajouter, donc ce sont Mmh. des citrates, mais aussi la gentiane qui va améliorer en fait les sucs digestifs au niveau de l'estomac. Donc c'est le protocole A et on peut commencer par ça s'il y a des signes au niveau de l'estomac. Après, dans la prise en charge de base, on peut aussi s'occuper d'abord, parce que c'est peut-être pas le problème d'estomac, du côlon. Donc, avec le lab base, il y a un label Cosmine aussi, parce qu'on a le label Cosmine, hein, la santé qui passe par le digestif. Donc là, on est sur une flore colique, une dysbiose, des fermentations, putréfaction, ballonnement au niveau du côlon. Parce qu'on va d'abord en fait, calmer l'ébullition des bactéries au niveau du côlon avant d'attaquer quelque chose qui va cibler plus l'intestin grêle, qui est quand même impliqué dans le SIBO.
Donc, la base a été même recommandée par le docteur Jean Seignalé dans son ouvrage L'alimentation, la troisième médecine. Vous le trouvez sur la page 225. Il était déjà fan des Des postbiotiques, postbiotiques. sans savoir que c'était des postbiotiques, c'était des actifs LB à l'époque. Donc voilà, donc là, on prend en charge tous les symptômes et l'équilibre du côlon. Du côlon. Ça peut être utilisé aussi dans la candidose. On a un protocole qui est très bien pour ça. Donc, la flore colique, encore une fois, on peut faire un protocole. C'est l'association de la base avec le citrate gentiane que j'ai mentionné déjà avant pour l'estomac. Et on peut commencer avec ça. Généralement, dans le SIBO, on commence avec ça. 2 mois de protocole D, la base et citrate gentiane. Et après, en même temps, bien sûr, toutes les autres choses qu'on va mettre en place, de l'hygiène alimentaire, etc. Après, on a dans la prise en charge de base, bien sûr, certains produits qu'on peut rajouter. Parce qu'on va cibler le système nerveux végétatif, donc l'orthosympathique, parasympathique. Indirectement, donc, on va s'occuper du CMM, de ce complexe moteur migrant. Et aussi, intéressant, peut-être la thyroïde. Quand la thyroïde, donc il y a des problèmes de thyroïde, on a un protocole pour ça. On a aussi des problèmes de ralentissement du péristaltisme au niveau intestinal. Après, il y a le Lab Connect. Vous l'avez là, un produit qui s'occupe de la connexion intestin-cerveau, donc avec le magnésium, la tryptophane, les actifs LB, le safran, le zinc et la B9. Nous n'utilisons pas de griffoniane et de 5-HTP parce que ça saute une étape quand on les prend. Et puis, en fait, le système du corps a un système de feedback pour savoir quand est-ce que c'est suffisant au niveau du sérotonine circulant. Si on dépasse le taux de sérotonine que le corps peut supporter, en fait, on a les mêmes problèmes qu'on a déjà en absence de sérotonine ou en déficit de sérotonine. Donc, c'est le syndrome sérotoninergique et on n'a pas ce danger-là avec un apport en L-tryptophane directement. Après, il y a le calme chez nous, donc ce sont des ampoules de safran et de mélisse bio, donc système nerveux. La lavande aussi. Alors, la lavande est intéressante parce qu'elle va ça va être un parasympathico-tonique. Donc, on va non seulement calmer l'orthosympathique, comme avec beaucoup de plantes, mais on va carrément stimuler donc le parasympathique. Et ça, c'est sympa dans la lavande. Et la lavande, elle est trop souvent oubliée, parce que c'est un peu vieillot. On a tous connu les sachets de lavande dans les tiroirs de nos grands-mères. Mais bon, la lavande, elle est très, très intéressante pour stimuler le para. Absolument, et pas que en huile essentielle, on le voit bien là, en phyto, elle est intéressante aussi en tant que plante, en tant que telle. Ouais. Après, on a un accent antimicrobien renforcé, donc par exemple avec la vitamine K2 chez nous, parce qu'elle elle est faite à partir de soja fermenté. Donc, ça s'appelle le natto. Et dans le natto, il y a la nattokinase. Donc, c'est cette enzyme qui est utilisée pour, par exemple, les problèmes cardiovasculaires, mais aussi, c'est quelque chose qui peut casser, donc grignoter en quelque sorte les biofilms autour des candidoses et autour des bactéries. Donc là, c'est intéressant. La vitamine K2 ici, elle est intéressante pour le biofilm avec sa nattokinase. Après, il y a Elle le permet en fait d'accéder plus facilement, à nos bactéries, qui se cachent derrière ce biofilm, en fait. parce que tout ce que vous mettez en place, toutes les choses que vous allez mettre en place ne vont pas très bien marcher s'il y a le biofilm qui protège les bactéries. Et les Protège bactéries tout. peuvent se vivre très longtemps sans être nourries en dessous de ce biofilm. Après, il y a l'allium Q10, donc c'est quelque chose avec de l'allicine. Donc là, on n'a pas simplement de l'ail, parce que c'est quelqu'un qui a le SIBO, il ne faut pas qu'il mange de l'ail. De l'ail comme ça, les gousses d'ail, parce qu'il y a trop de sucre fermentescible dedans, donc ça va créer des ballonnements, etc. Mais par contre, l'allicine isolée, il peut y aller. Puis là, bon, il y a la coenzyme Q10 dedans, ça c'est plutôt parce qu'il y a l'allium Q10 qui a aussi un effet au niveau cardiovasculaire. Donc pour les gens qui prennent des statines, c'est intéressant de prendre l'allium Q10. Mais là, on cible vraiment les bactéries avec la lysine et aussi les candidoses, parce que les candidoses n'aiment pas du tout la lysine. Et après, pour les gens qui ne supportent pas, je dirais, la lysine, on a toujours l'extrait des pépins de pamplemousse bio que vous connaissez tous. Donc, là, pas besoin d'expliquer ça. Donc, après la cure de citrate gentiane et de la base, on peut
entamer une cure pour structurer la muqueuse, réparer la muqueuse. Mais vous pouvez le faire aussi en même temps. C'est pas gênant, hein, on peut tout à fait prendre la base et prendre en même temps le Symbiodor. Donc, le Symbiodor, c'est notre produit phare. C'est donc les actifs LB. Nous avons fibre de pomme fruits dedans, l'argile verte et la biotine. Et nous avons la glutamine, mais ce n'est pas la glutamine. Donc, ici, la glutamine est sous forme de hydrolysat de protéines de riz, riche en glutamine, mais on va apporter les autres acides aminés avec. Et c'est que 50 mg pour 2 gélules. Donc, on n'est pas du tout sur un produit axé sur l'effet de la L-glutamine. Parce que la L-glutamine, en fait, sur certains terrains, quand il y a des cancers Oui, digestifs dans la famille ou si la personne a des polypes, avec la L-glutamine, je suis désolée, mais on va accélérer le renouvellement cellulaire et ça peut être dangereux sur certaines personnes. Donc, avec le Symbiodor, même si c'est marqué glutamine, mais attention, c'est un peptide et c'est sans danger pour tout le monde. Donc, on peut le prendre, il n'y a pas de souci. Et on va le combiner avec la vitamine D3 dans ce protocole N parce que la vitamine D3 est très importante pour la structure de la muqueuse, surtout pour les protéines claudines qui sont responsables pour garder les jonctions serrées. sur serré. Voilà. Donc, après, on peut prendre en charge les carences. Je vais faire très vite. On a un produit qui s'appelle Vega Vital. Donc là, on a les vitamines D et vitamine B qui sont méthylées. La vitamine D3, le magnésium, le fer. Il y a de l'iode aussi, j'ai oublié de le mettre. Ça, c'est un produit qui est créé pour les femmes enceintes et les végétaliens. Même la boîte est végétale, mais aussi, bien sûr, pour les gens qui ont des carences et qui doivent se supplémenter. La vitamine D3, le zinc et l'optimagnésium, donc pour prise en charge des carences. Et quand il y a un brouillard cérébral, en même temps qu'un SIBO, et généralement on a toujours ce problème-là, on a un produit qui s'appelle Mancium à base de L-théanine, Bacopa Actif LB. Et là, on va accompagner la personne, on va lever un peu ce brouillard cérébral parce qu'on va stimuler le GABA et on va améliorer tout ce qui est cognitif avec le Bacopa aussi. Ça marche très très bien et assez rapidement. C'est aussi adapté aux gens, aux ados qui ont TDAH par exemple, des choses comme ça, ou pour les gens qui ont juste besoin de se concentrer sur un dossier ou qui ont une surcharge intellectuelle pendant un moment donné. Et puis le calme que j'avais déjà mentionné avant avec le safran et la mélisse. Et bon, ça va être les derniers. Je ne vais pas trop vous ennuyer, mais bon, on est quand même là pour vous donner des idées de produits. Donc, Bien sûr, ça nous ennuie pas du tout, au contraire. la modulation du transit. Donc, quand il y a une constipation, et ce protocole est très efficace même pour les constipations qui durent depuis très longtemps. Et il est assez doux en plus. Donc, on a l'AF anis vert fenouil figue. Donc, par la composition, vous voyez déjà qu'on a une action au niveau, un apport en fibres, mais ce n'est pas gênant pour le SIBO, justement. Donc, on ne prend pas de danger de faire ballonner davantage ou voilà, stimuler le SIBO. Et puis, le LAB4 qui contient aussi les actifs LB, du curcuma, du gingembre, du piment doux. Et là, on va améliorer, en fait, c'est cholérétique, cholagogue, donc on va améliorer la bile. La bile est très importante pour faire avancer le bol fécal, pour avoir une bonne digestion. Donc, c'est le protocole T pour le transit ralenti et qui peut être très efficace dans le SIBO ou pour la prévention du SIBO après. Donc, un petit résumé. Les idées reçues sur le SIBO, c'est à la base de tout problème digestif. Non, pas tout le monde a un SIBO, c'est évident. Il y a une diète restrictive seule qui va éliminer un SIBO. Non, c'est pas vrai, parce que seul, ça va pas marcher. Les mauvaises habitudes alimentaires sont à la cause d'un SIBO. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui mangent très mal, ils n'ont pas de SIBO, c'est pas la cause. Les causes sont ailleurs et on en a parlé. Les probiotiques peuvent soigner un SIBO. Non, les probiotiques peuvent aggraver un SIBO. Et les antibiotiques seuls peuvent éliminer un SIBO. Ce n'est pas vrai non plus, mais sur certaines personnes, ça les a aidés. Ça n'empêche pas que s'ils prennent une antibiothérapie, que vous arrivez après, ensuite, avec les actifs LB, par exemple le Symbiodor ou un autre produit qui s'appelle la Premium, pour améliorer le retour favorable du microbiote après une antibiothérapie. Alors, donc, dans le SIBO, les causes sont multiples, donc il faut bien chercher et fouiller. Le diagnostic par un test respiratoire est important.
Une diète personnalisée va aider à réduire les symptômes, oui. Et on va utiliser des postbiotiques, oui, pour corriger le terrain dans un SIBO. C'est vraiment la solution. Et il y a des substances antimicrobiennes naturelles qui sont aussi efficaces que les antibiotiques sur un SIBO. On parle bien du SIBO parce que ce n'est pas une maladie et ce n'est pas une infection. Donc là, on parle que de ça. Oui, c'est une efficacité qui est prouvée des plantes. Alors, encore un petit mot sur quelque chose que j'étais un peu vite pour finir. C'est le fait que ce test SIBO, où on peut le faire. Alors, le test Oui. SIBO à gaz expiré, ça se fait dans les laboratoires qui sont spécialisés. C'est généralement dans les unités digestives des hôpitaux ou des cliniques. Il faut chercher dans vos communes. C'est pas encore très facile. Après, il y a des tests, des autotests que les gens ils peuvent commander sur Internet. Donc, vous tapez autotest ou test à la maison, SIBO. Donc, ça, ils sont assez efficaces, ces tests-là. Il faut juste faire une bonne préparation, c'est-à-dire la personne, elle doit pendant quelques jours ne pas manger des sucres fermentescibles et des choses comme ça pour bien se préparer. Et il peut très bien le faire à la maison. Ça coûte entre 40 et 50 euros. Et puis après, il y a des laboratoires, il y a de plus en plus qui font les tests du SIBO, mais il faut chercher un peu pour les trouver. Voilà, donc Voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on peut trouver en tant que professionnel de la naturopathie. ouais, Et on a le droit de le faire dans le sens où c'est vraiment le consultant qui fait lui-même la démarche et c'est lui-même qui, comme on disait, comme tu disais tout à l'heure, ils ont ouais, un autotest, donc c'est eux qui le font. oui, C'est pas nous qui, voilà, nous juste on peut leur conseiller en leur expliquant dans quel cadre il faut le mettre, comment le préparer. Mais comme les gens le font, la demande par eux-mêmes, il n'y a aucun souci pour nous en tant que professionnels de la naturopathie d'accéder à ce genre de test. oui, c'est vrai. Après, il y a des faux positifs et des faux négatifs quand on teste quelque chose. Mais quand vous avez un positif, généralement, surtout quand c'est méthane, là, vous pouvez presque être sûr qu'il y a un problème de SIBO. Mais peu importe, de toute façon, la prise en charge du digestif se ressemble beaucoup d'un cas à l'autre. Hein. Un syndrome d'intestin irritable, ça va être similaire à quelque chose qu'on va faire pour un SIBO. Et voilà, donc une candidose aussi, c'est pareil. On va donner à peu près les mêmes conseils. Voilà. On reste sur une hygiène de vie et sur un accompagnement et une supplémentation qui peuvent être similaires parce que même si la bactérie qui est en cause ou l'élément qui est en cause n'est pas forcément le même, on peut l'atteindre de la même façon en fait. Oui, c'est ça, exact. Donc Voilà. là, il ne faut pas hésiter voilà, à pratiquer ce genre de test et puis d'étayer vraiment, de creuser au niveau des questions, au niveau du bilan d'hygiène de vie, Oui, de façon à essayer de cibler un maximum. Mais le test tout seul, je dirais, c'est une indication, mais qui vient en plus de tout notre questionnaire pour pouvoir optimiser après la prise en charge et cibler ce qui correspond le mieux dans l'approche. On a vu qu'avec Parinat et toute la gamme, on a vraiment une approche aussi bien au niveau stomacal pour ceux qui ont des problèmes au niveau de l'estomac. On a cette approche au niveau du côlon, on a cette approche au niveau de l'intestin grêle. Donc, oui, en ciblant bien nos questions de bilan d'hygiène de vie, on peut vraiment axer le cognitif, quelle étape est la priorité pour le consultant aussi à être pris en charge. oui, c'est vrai. Et avec les postbiotiques, vous avez vraiment une sécurité d'utilisation. Vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un avec ça. Les postbiotiques peuvent être prises par des nourrissons déjà voilà, qui sont nés avec du reflux ou des problèmes euh, digestifs. Jusqu'aux personnes qui sont très fragilisées, qui sont par exemple en train de faire une chimiothérapie, des choses comme ça, parce que justement, on est sur quelque chose qui est inanimé, qui est stabilisé et qui peut être utilisé par toutes ces populations-là et en toute sécurité. Donc, Donc là, pas de contre-indication particulière par rapport à l'utilisation des postbiotiques. aucune, non. C'est un bel atout, c'est un bel outil que nous pouvons Exact. trouver qui peut nous être ô combien utile au quotidien. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, quand j'avais mon cabinet il y a maintenant presque 15 ans en arrière, je travaillais déjà avec les produits Parinat. Et j'ai vraiment l'expérience avec et c'est vraiment quelque chose
qui marche en plus très rapidement. Et une fois que vous avez fait faire une cure, par exemple, à quelqu'un, 1 mois, voire 2 mois ou 3 mois, ça dépend le cas. Après, les problèmes digestifs, c'est un peu à vie quand même, hein. Ça revient parce qu'on n'a pas une hygiène de vie toujours parfaite et tout. Mais en fait, les actifs LB, après, vous pouvez faire des mini-cures de 10 jours. Beaucoup de gens font une d'entretien. cure, ils vont mieux, et après, ils disent, ouais, mais quand j'ai un peu exagéré et tout, je sens que ça revient un peu, hop, je fais une petite cure de 10 jours et ça me suffit. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on n'est pas sur du long terme, on n'est pas sur du lourd, on a des résultats très rapidement et en plus, après, dans la durée. Bah, c'est un vrai plus pour la qualité de vie. Voilà. Donc là, pour tous nos professionnels de la naturopathie, que vous soyez, professionnels, que vous soyez en cours de cursus également, vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à contacter toute l'équipe Parinat qui sera, enchantée de pouvoir vous transmettre la documentation technique, répondre à vos questions ou vous transmettre tout ce que le laboratoire aussi préconise et tout ce qu'ils peuvent faire pour nous permettre d'accompagner au mieux nos consultants au quotidien. Voilà, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous inscrire. Vous avez plein d'avantages, aucune obligation. Et puis, voilà, donc ce serait avec plaisir quand on vous envoie les documents, ou même si vous souhaitez un rendez-vous labo avec une de nos responsables commerciales, ce serait avec plaisir. Super. Merci beaucoup Claudia et puis merci pour cette, conférence et toute cette information autour du SIBO. Merci à toi, Alexandra, et au SPN. Au revoir, à la prochaine alors. À bientôt. Au revoir.